Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Le rapport Spinetta, c'est donc de la dynamite pour la SNCF et peut-être pour les lignes que vous empruntez tous les jours, puisque parmi les préconisations, il y a la fermeture d'un certain nombre de lignes jugées, disons, non rentables. Et quand il parle de ces lignes, Jean-Cyril Spinetta, qui est l'ancien patron d'Air France et qui est donc l'auteur de ce rapport, n'y va pas par 4 chemins. Il y a des lignes sur lesquelles circulent moins de 5 trains par jour. Moins de 5 trains par jour, c'est entre 100 et 200 passagers par jour. Bon, voilà. Est-ce qu'il faut maintenir des lignes ferroviaires sur lesquelles il y a 100 à 200 passagers par jour, ou même 300, ou même 400, ou même 500, alors qu'une grande ligne de bus dans Paris transporte 50 000 passagers par jour? Et je pense que cet argent qui serait économisé sur ces lignes soit réinvesti ailleurs, là où les besoins collectifs s'expriment de manière massive et sont aujourd'hui très largement insatisfaits. Alors vous allez me dire évidemment au 39-21 ce que vous en pensez. Peut-être vous habitez à côté d'une de ces petites gares qui risquent de fermer ou de ces lignes qui risquent de fermer qui vous sont précieuses, ou au contraire vous pensez qu'il est très grand temps de mettre, en l'occurrence on parle de 2 milliards d'euros d'économie, eh bien c'est 2 milliards d'euros sur les trains de banlieue par exemple ou sur les trains régionaux. 39-21 pour en discuter avec nous. Je vous attends évidemment de pied ferme ce soir, comme tous les soirs. On en parle avec Franck Tuffreau. Bonsoir à vous. Vous êtes délégué général de l'Association française du rail, qui regroupe notamment Colas, Transdev, ETF, j'en passe évidemment, c'est-à-dire les concurrents de la SNCF, pour mettre les choses tranquillement sur la table, où vous avez passé 18 ans à la SNCF, donc vous connaissez bien évidemment le rail, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis le spécialiste des transports qui est Gilles Dansart. Merci Gilles d'être avec nous, rédacteur en chef de Mobilettre. Je voudrais commencer avec vous Gilles Dansart. Concrètement, si le gouvernement suit Jean-Cyril Spinetta, ça veut dire quoi? Qu'il y aura plus de lignes secondaires, plus de petites gares? Pour les Français, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de lignes et de gares qui fermeront. C'est très clair. L'approche de Jean-Cyril Spinetta consiste à dire les 2 zones de pertinence du train désormais, c'est la longue distance avec le TGV et c'est ce qu'on appelle le mass transit. En termes clairs, ce sont les zones denses des grandes métropoles. En dehors... Donc autour de Marseille, autour de Toulouse, Montpellier, Lyon, Paris, Nantes, Paris, etc. Voilà. Et en dehors... Lille, voilà. Et Strasbourg. Et peut-être Rennes, enfin bon, voilà. D'accord. Mais en dehors, il va falloir tout regarder. Et donc c'est vraiment une évolution extrêmement... forte, parce que le réseau ferroviaire français, qui, je le rappelle, est de 36 000 km de voies, irriguait une large partie du territoire. Donc c'est une remise en cause de ce rôle du ferroviaire très forte que Jean-Cyril Spinetta a couché sur le papier. Quand on dit 2 milliards pour faire circuler 2% des voyageurs, on parle de ces lignes-là? Alors il va falloir regarder exactement ce qu'il y a dans les 2 milliards, mais en gros c'est ça, c'est de dire l'entretien d'une ligne, quel que soit le nombre de trains qui passent, de toute manière, ça coûte cher. C'est ce qu'on appelle des coûts fixes. Oui. Donc, s'il n'y a pas de... On fait un rapport très simple de mathématiques, un collégien peut faire. On divise le coût d'entretien d'une ligne par le nombre de voyageurs et ça donne des chiffres effectivement très, très, très importants qui font dire à Jean-Cyril Spinetta que cet argent, il faut le mettre ailleurs. Le seul problème, c'est que le réseau, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau, c'est-à-dire que des gens qui sont sur une petite ligne, après ils vont peut-être aller sur la plus grande ligne, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une correspondance en gare, après ils vont prendre un TGV ou ils vont prendre un intercité. Et donc c'est la faiblesse un peu du raisonnement qui découpe en tranches un peu l'activité ferroviaire, c'est que c'est pas si simple et que beaucoup de Français qui prennent une petite ligne, après vont prendre une grande ligne. Donc là, s'ils n'ont pas la petite ligne, il va falloir qu'ils aillent à la gare pour prendre leur deuxième train avec une voiture, avec un car, etc. Donc ça va changer les habitudes des Français. Prenons un exemple. Il y a Anthony qui nous appelle. Anthony est un habitué. Il nous appelle de Guimillot. Bonsoir à vous, Anthony. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. C'est votre cas, vous, de Guimillot? Vous prenez parfois une ligne, parfois une autre, une de ces petites lignes qui risque de fermer? Alors justement, je ne le prends pas à cause des raisons que vous avez évoquées justement, parce que moi, si je dois me rendre à la gare la plus proche, c'est-à-dire Morlaix, j'en ai pour une demi-heure de route en voiture déjà pour aller au train, et plus à peu près 50 minutes de train pour aller jusqu'à Brest. Or, en voiture tout court, tout seul dans ma voiture en polluant, je mettrai 45 minutes. Donc voilà, on nous dit que des gares vont fermer, mais nous, dans nos campagnes, c'est déjà le cas depuis pas mal d'années. Oui, le mouvement Quand on est est à entamé. 40 minutes de travail de chez nous, c'est clair que le train n'est pas du tout intéressant dans nos petites campagnes. Et risque de le devenir effectivement de moins en moins, Gilles Dansart. Restez là, Anthony, je vous chasse pas. Effectivement, il y a eu un sous-investissement massif aussi bien sur le réseau que sur le matériel. Du coup, il y a moins de trains, moins de fréquences, et les gens se détournent un peu de ces petites lignes. Donc, le faible nombre de Français qui empruntent ces petites lignes
il résulte aussi d'une forme de politique assumée d'investissement en faveur du TGV. Donc l'idée, c'est que tout ça coûte trop cher. Bon, on a bien compris. Très bien. Franck Tuffreau, vos adhérents parfois exploitent des lignes à l'étranger, j'imagine. Est-ce qu'ils l'exploitent pour moins cher qu'on ne le fait en France? Est-ce qu'effectivement, faire rouler un train en France, c'est plus cher qu'ailleurs? Alors, tout d'abord, je tiens à souligner dans l'AFRAC, l'Association française du rail, il y a 3 grands opérateurs, qui sont des opérateurs qui sont avant tout des constructeurs de mobilité. C'est-à-dire qu'ils fabriquent de la mobilité multimode, y compris dans le ferroviaire. Alors, pour en revenir à votre question... Alors, vous m'expliquez ce que c'est que le multimode et la mobilité, mais très bien, on va prendre le temps de faire ça. Allez-y. Voilà. Mais en tout cas, la fermeture des petites gares, j'ai entendu ce qu'a dit M. Spinetta, certes, mais certes, si on produit moins cher, et c'est le cas, c'est ce que vous amenez, c'est qu'il est possible de remettre de l'argent dans les services. Et aujourd'hui, c'est les régions qui décident de comment vont être organisées les mobilités. Et donc, si on veut maintenir des petites gares, il est possible de le faire, mais il faut exploiter moins cher. Alors, c'est formidable. Donc, ça va s'ouvrir à la concurrence, tout ça, oui. Sous votre contrôle 2019, 2020, 2021 pour les premiers, c'est-à-dire pour les trains régionaux? Pour les TER, il n'y aura rien avant 2021. 2021 pour les TER. Et vous dites finalement, ces petites gares qu'on ferme aujourd'hui, nous, on sera capable peut-être de les exploiter demain parce qu'on exploitera moins cher. Bien sûr. Alors, je prends un exemple en Allemagne, hors prix du péage, on est à 10 € du kilomètre. Alors qu'en France, on est à 23 € du kilomètre. Il y a les TGV. Les TGV, c'est plus cher à faire rouler, je crois. Il y a des ICE en Allemagne qui sont l'équivalent du TGV. Ok. Donc on fait rouler des trains 2 fois moins cher en Allemagne par rapport à la France. Oui. Et on est un des derniers pays qui n'a pas ouvert à la concurrence. Donc je pense que la concurrence, elle est vitale. D'abord parce que le système ferroviaire ne va pas bien, donc il faut le redynamiser, et la concurrence a toujours fait ça, y compris dans les grands secteurs, que ce soit la téléphonie, l'électricité, etc. Je vous poserai la question tout à l'heure, mais on va la garder pour la deuxième partie du prix du billet, parce que l'une des idées de la concurrence, c'est de faire baisser le prix du ticket, ou le prix du billet de train. Vous vouliez réagir, et puis on va faire une pause après, et ça se bouscule au standard 39-21. Oui, la concurrence, ça a 2 vertus. La première, c'est de faire baisser le coût. C'est un one-shot, comme on dit, c'est d'un coup, on fait baisser de 20 à 30%. Et le deuxième vertu de la concurrence, c'est d'imaginer d'autres façons d'exploiter le train. C'est-à-dire, depuis un certain nombre d'années, les Français se rendent bien compte que, notamment sur les petites lignes, on ne met plus l'intelligence des moyens humains pour attirer les Français. Donc la concurrence, c'est aussi ça. C'est donner éventuellement l'opportunité à des régions qui maintenant organisent ces fameux TER de faire autrement et d'imaginer d'autres formes de mobilité multimode, liaison avec les cars, liaison avec demain des voitures autonomes, etc. Ça y est, voilà. Je viens de comprendre. C'est une conception globale de la mobilité. J'ai un ensemble de cartes pour me déplacer dans les mains, pas forcément uniquement le train. Bonsoir Solange. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Boucoiran. C'est où Boucoiran, dites-moi? Boucoiran et Nauzières. D'accord, Boucoiran et Nauzières, pour être précis. Vous êtes dans le sud de la France, c'est ça? Entre Nîmes et Alès. Entre Nîmes et Alès. Vous avez peur que votre ligne ferme? J'espère bien qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors, dites-moi, quelle est votre inquiétude? On nous menace de fermer cette ligne. La ligne en question, c'est la ligne Nîmes-Mende, Clermont-Ferrand. C'est une ligne très importante. Pas que pour le paysage, c'est très important pour les gens qui travaillent, pour les gens qui n'ont pas de voiture, pour tous les voyageurs en tout genre, et y compris le samedi où actuellement on supprime les trains les samedis et les dimanches, ce qui est absolument navrant. Je pense aussi à tous les gens qui travaillent, j'en connais, ils travaillent sur cette ligne et leur futur, leur avenir n'est pas évident. Voilà. Ça fait partie des lignes menacées? Oui, tout à fait. C'est typiquement une ligne de ce qu'on appelle aménagement du territoire, parce que les routes ne sont pas évidentes. C'est très accidenté. Donc le train, certes, ne va pas très vite, mais il est emprunté, alors pas par une foule de gens, mais il rend service. Donc la question est de savoir à quel niveau l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité organisatrice, c'est-à-dire la région, est prête à financer ce genre de ligne parce qu'elle rend des services dits marginaux à ses concitoyens. La question est sur la table et c'est un peu étonnant que le gouvernement décide à la place des régions. D'une certaine façon, ces transports de proximité devraient être totalement assumés par les collectivités locales qui sont plus proches des besoins de leurs concitoyens. Sur des lignes comme ça, pour répondre à la question de Solange, sur une ligne comme Nîmes-Mende qui va effectivement jusqu'à Clermont-Ferrand, vous proposeriez des transports de substitution si le train doit s'arrêter?
Alors pour prendre l'exemple précis, comme le disait Gilles, c'est vrai que c'est une ligne où les accès routiers sont très difficiles. C'est la célèbre ligne des Cévennes qui est très jolie. Alors déjà, d'abord il faut souligner qu'il y a des trains de fret qui passent sur cette ligne ici et qui permettent justement de faire passer quelques flux de fret sur des lignes qui sont plus engorgées où des trains de voyageurs circulent. Donc nous, on est plutôt favorable au maintien, et ce mode ferroviaire a son importance quand il permet de remplir les TER. L'alternative routière, elle se fait soit parce que on fait rouler des TER qui sont vides, et là c'est peut-être beaucoup plus intelligent de mettre du transport à la demande et qui va même emmener les gens directement à leur domicile plutôt que de les rapatrier vers des gares, ou par moment, si c'est du transport massifié, c'est-à-dire où il y a de quoi remplir les TER, de les maintenir. Mais on est bien sur une décision de la région, qui est l'autorité organisatrice, qui organise à la fois l'offre et à la fois le tarif. Et qui ont demandé d'ailleurs l'expérimentation au moment de l'ouverture du marché pour pouvoir se rendre compte de la capacité des concurrents de la SNCF à faire le travail. Yann, je ne sais pas s'il est en ligne avec nous depuis Châtillon, Yann, mais je lis sa question. Ah, vous êtes là, Yann, super. Vous aviez une question à poser, ça rejoint ce que vient de dire Franck Tuffreau, le délégué général de l'Association française du rail. Je vous laisse faire. Oui, bonjour à tous. Bonjour. En fait, la question est très simple, c'est pourquoi pas développer le fret de proximité. Le fret de proximité. Pour rendre rentable ces lignes. Pour éviter aussi que les camions, par exemple, pour remplacer les camions qui circulent sur les routes. C'est une option ? Et développer une activité locale pour rendre rentable ces lignes. C'est une question tout à fait pertinente. Elle est équivalente à la question des petites lignes. C'est comment imaginer des modèles économiques qui soient moins lourds, moins coûteux. Sur des petites lignes, on n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle des référentiels techniques très ambitieux qui coûtent une fortune. Donc tout le problème depuis 20 ans, c'est d'obliger l'État et la SNCF à adapter ce qu'on appelle ces fameux référentiels qui coûtent cher à l'entretien. Donc il y a tout à fait un marché pour ces petites lignes, mais il faut adapter l'organisation. Il faut éviter de charger financièrement ces lignes pour laisser la chance à des trafics locaux, que ce soit voyageurs ou fret. Et d'ailleurs, il y a des organisations de proximité, par exemple les opérateurs ferroviaires de proximité qui s'occupent de fret et qui essaient de sauver ces lignes parce que il n'y a peut-être pas 50 trains par jour, mais les 2 ou 3 trains par jour qui vont aller de l'usine qui est au bout du territoire jusqu'à la gare de triage, ils sont très importants pour l'activité industrielle, donc pour l'emploi. Donc c'est toute l'économie locale qu'il faut revoir de façon extrêmement pragmatique. Le rail, c'est aussi de l'aménagement du territoire d'une certaine manière et de la vitalisation des régions. C'est ce que vous êtes en train de dire. Bonsoir à vous, Louise. Oui, bonsoir. Du Pas-de-Calais, Saint-Michel-sur, mais malheureusement c'est coupé sur ma fiche, je vous laisse finir. Oui, donc ma question en fait est la suivante. Est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux aussi? Il y a bien sûr les termes de coût, ça a été bien expliqué, mais est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux de ne plus mutualiser les coûts, justement les charges des transports par rapport aux régions, aux rurales? Moi j'habite dans une petite ville qui était desservie jusqu'à présent relativement bien. C'est Saint-Michel-sur-Ternoise. Voilà, Saint-Paul-sur-Ternoise, et c'est une gare qui jusqu'à présent permettait de desservir pas mal la région. Les gens travaillaient et prenaient leur train. Malheureusement, il y a eu des réparations et des prises en charge de matériel qui commençait à vieillir. Donc il n'y a plus qu'une ligne principale qui part à Lille, et on est quand même un petit peu isolé, même si le transport est assuré par le car. Ah, c'est ça, il y a une alternative quand même. Mais il y a des gens qui prennent encore le train le matin pour aller travailler à Lille et le soir pour rentrer à Saint-Paul. Voilà. Oui, mais on a ce sentiment un petit peu d'être pas abandonné, c'est pas le mot, mais il y a aussi le médical qui est en ruralité assez défavorisé, et puis ce sentiment aussi que le service public, bien sûr que ça n'est pas toujours rentable, mais que c'est au service du public, y compris ceux qui sont plus défavorisés que les autres. Donc c'est peut-être dommage que on ne raisonne parfois, effectivement là je ne connais pas assez le dossier, mais parfois qu'en termes de coûts
et pas assez de services au public. Ça, je vous arrête, Louise, parce que je crois que votre point est très bien fait là pour le coup, et ce que vous venez de dire est très important, parce que je pense que ce sera une des polarisations évidemment du débat politique. Que devient la notion de service public si on ne peut plus rendre service aux gens, si on ne rend plus service aux gens? Première chose, et il faut que les Français se rendent compte d'un chiffre, ce TER, ce transport express régional ferroviaire, il est subventionné à 70% par la puissance publique. Le prix du billet c'est 30% est pris en charge. Voilà. Donc il y a un service public et c'est normal. La question est de savoir quel choix on fait. Est-ce qu'on découpe en tranches et on condamne les lignes les plus déficitaires, ou est-ce qu'on considère que le service public, ça intègre aussi des choses très déficitaires et des choses plus Oui, mais alors, plus pour le coup, le service public, même quand c'est ouvert à la concurrence, vous serez dépositaire en quelque sorte de cette notion de service public? Bien sûr, nous, on revendique au sein de l'Association française du rail, d'abord un savoir-faire. L'exemple allemand est très clair sur l'ouverture de la concurrence depuis 20 ans. On a 73% de plus de fréquentation, avec 20% de plus de lignes desservies. Donc c'est un exemple factuel et démontre l'importance et le fait que la concurrence peut amener, de par son innovation, de par sa productivité, de par son savoir-faire, peut redynamiser le secteur. Merci d'avoir été nos invités tous les deux. Franck Tuffreau, le délégué général de l'Association française du rail. Merci à Gilles Dansart, rédacteur en chef de Mobilettre, à Anthony de Guimillot, à Solange de Boucoiran et Nausière, à Louise de Saint-Paul-sur-Ternoise et à France de Mende qui nous appelait à l'instant pour déplorer les suppressions de lignes également en Lozère. Tout ça est maintenant entre les mains du gouvernement et la ministre des Transports. Ça devrait être tranché par la loi au printemps, donc ça va aller très vite maintenant.